On est en demi, on est en demi, on est en demi. Cocorico, les Bleus sont en demi, les roast beef, c'est fait. Ils rentrent à la maison manger leurs cupcakes et leurs fish and chips. Bye bye, les roast beef. Nous, on continue la route. Cocorico. Pas lève les beurrecs, le cocorico a bien raison. On l'aura bien mis dedans au roast beef. Vous m'excusez du mot un peu vulgaire. On se retrouve pour le débrief de ce dernier quart de finale. Angleterre-France, le crunch, comme on dirait au rugby. 42e du nom entre la France et l'Angleterre. Le premier pour un match coup près. Oui, vous l'entendez bien. Et c'est le premier, malheureusement, sans la reine Elisabeth, qu'on souhaite de reposer en paix. Là, c'est pas une plaisanterie du tout. Voilà. Donc, la France est en demi-finale. Elle jouera contre le Maroc. Donc, on va quand même, avant de basculer sur la future rencontre des Bleus, les prochaines échéances, revenir sur ce match, regarder ce qui a été, ce qui n'a pas été. Allez, je vous propose de découvrir tout de suite le programme de ce 42e crunch de l'histoire, 42e affrontement entre Français et Anglais. C'est parti. En premier, nous verrons la composition des deux équipes. En deuxième, nous verrons le traditionnel point historique. En troisième, l'analyse par ordre chronologique. Elle sera peut-être un peu moins chronologique parce que je vais d'abord faire tout ce qui est tactique et après revenir sur les différents points arbitrage car ça peut faire beaucoup parler. Voilà. Et puis enfin, les tops et les flops, il y aura le tableau actualisé, etc. En tous les cas, la France est en demi-finale, c'est ce qu'il faut retenir. On démarre tout de suite cette vidéo. Allez, on découvre la composition des deux équipes. On commence par celle qui reçoit, entre guillemets. On aura donc hashtag le meilleur pour la fin, comme on dirait dans le jargon, avec Pickford dans les cages, la défense à 4, Walker, Shaw, Maguire, Stones, le milieu de terrain, Jude Bellingham, Declan Rice et Henderson. L'attaque à Harry Kane, Phil Foden et Bukayo Saka. Pour l'équipe de France, c'est la même équipe que face au Danemark et face à la Pologne. Il y a quand même un événement à noter. Hugo Lloris devient lors de ce match au coup d'envoi le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, seul en tête dépassant notre ami Lilian Thuram, que l'on salue, 143e sélection pour le capitaine emblématique des Bleus. Lui qui a été traité de maillon faible et qui a bien répondu d'ailleurs aux critiques, en tout cas de l'autre côté de la Manche. Varane et Upamecano en défense centrale, Koundé et Hernandez sur les côtés de la défense, milieu Tchouaméni, Rabiot, les deux ailiers Dembélé, Mbappé, le numéro 10 distributeur Antoine Griezmann et bien évidemment le numéro 9 en pointe, la légende vivante de l'équipe de France, le meilleur buteur de l'histoire qui nous a encore sauvés aujourd'hui, Olivier Giroud. Donc si on fait un traditionnel point historique, comme je vous l'ai dit précédemment, c'était la première rencontre entre ces deux équipes dans un match coup près, alors que la rivalité entre Anglais et Français date d'il y a plusieurs centaines d'années, date d'avant la guerre de 100 ans, donc vous le voyez bien. Voilà. Donc, il y avait eu quand même des matchs en Coupe du Monde, parce que la liste serait trop exhaustive. Il y a eu des matchs à l'Euro, des matchs à amicaux aussi. En Coupe du Monde, la dernière fois, c'était en 82 avec une victoire à 3 buts 1 des Anglais en face de groupe à Bilbao, à San Mamés. Et puis, on avait eu une victoire 2-0 des Anglais chez eux en Coupe du Monde aussi en phase de groupe en 66, année du premier et seul sacre anglais à l'heure actuelle. Ça date du trophée Jules Rimet. Donc l'ancien trophée encore, vous voyez, donc ça remonte. Ça ne sera pas pour tout de suite pour les Anglais, en tous les cas, espérons. Bon, il y avait quand même eu des rencontres entre ces deux équipes amicaux. Et pour l'Euro, par exemple, l'Euro, il y en a eu une en 2012 en phase de groupe, un but partout. Il n'y en a pas eu un match coup près à l'Euro non plus. Il y a eu deux matchs amicaux entre-temps, 2015 avec un 2-0 pour les Anglais et 2017 victoire 3-2 de nos Bleus. Donc les amis, découvrons l'analyse que je vous ai préparée par ordre chronologique. D'abord, point tactique chronologique, puis après fait de jeu chronologique. Je vous propose d'aller un peu plus dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Bon,
Avec un choc comme ça, on se dit que d'entrée de jeu, ça va se batailler pour avoir la possession du ballon, la maîtrise, et bah c'est bingo. Bien évidemment, sur les toutes premières minutes de la rencontre, il y a une grosse bataille au milieu de terrain entre Anglais et Français. On se dit, oh punaise, ça va être que tactique ce match et on va s'embêter. Bon, c'est ce qu'on s'y attendait en tout cas sur le début de match. Ça permet aussi un peu de montrer qui on est et de prendre un peu peut-être l'ascendant psychologique sur l'adversaire. Bon, c'est la France qui est ressortie vainqueur de ce duel pour la maîtrise du ballon. Bon, la France grâce à beaucoup d'impact, beaucoup d'agressivité. Et je vais citer un joueur en particulier qui en a mis peut-être même un peu trop et qui a été à la limite d'être sanctionné de manière irrévocable, c'est Antoine Griezmann. Au début, il m'a fait peur. Je le voyais mettre des coups, etc. Je me dis, oulala, qu'il ne sort pas de son match. L'arbitre était assez gentil de ne pas lui mettre la biscotte tout de suite. Il va la prendre au fur et à mesure. Assez tard quand même. Je me suis dit qu'il ne sort pas du match. Bon, avec l'expérience qu'il a, je sais qu'il sait gérer. Et ce début de match, il m'a fait un peu peur, il faut l'avouer, mais sur le reste du match, il a été exceptionnel. Voilà, il faut le dire. Et bon, son expérience a bien payé, il a su gérer. Même s'il nous a fait peur en début, mais c'était normal, c'était pour gagner la possession du ballon et prendre l'ascendant psychologique sur les roast-beef. Les Bleus vont ouvrir le score au quart d'heure de jeu par Aurélien Tchouaméni. Une belle frappe sèche avec une passe décisive de Griezmann, qui a d'ailleurs fait 2 passes décisives dans ce match et qui est rentré dans la légende des Bleus. Il est devenu le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Dépassant notre ami Thierry Henry qu'on salue. Thierry Henry, 27 passes décisives au classement, 28 pour Antoine Griezmann désormais avec ses 2 passes décisives. Il a égalisé puis dépassé sur ce match. Voilà. Il avait dépassé, donc il avait égalisé Zizou, il l'a dépassé du coup avec ce match aussi. Donc après cette ouverture du score, nos petits bleus vont laisser le contrôle du jeu aux Anglais. Ce qui est normal, c'est pas à nous de faire le jeu, il faut bien se dire on mène 1-0 dans un match comme ça, dans un choc. Loin de là. Notre but c'est de préserver le résultat, surtout c'est un match coup près. On va pas se dire le contraire, même si la meilleure défense c'est l'attaque comme on le sait. Mais laisser cette maîtrise technique aux Anglais, attention parce que on a vraiment souffert sur tout le reste du match. On a été dominé, il faut le dire. C'est un peu un hold-up. Et en plus d'ailleurs, nos petits bleus vont jouer avec le feu. Eh oui, déjà qu'on est dominé, mais en plus, on donne des cadeaux aux Anglais. On fait des erreurs bêtes, en tout cas sur les phases défensives. Heureusement, ça ne nous a pas coûté cher. Des erreurs bêtes, parce qu'il y a des erreurs, malheureusement, qui ne sont pas évitables, qui sont des erreurs de jeunesse, d'inexpérience, etc. Alors que celle-ci était évitable. Heureusement, les Anglais n'en ont pas vraiment profité, ou en tout cas, Lloris était là pour garder la baraque. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est qu'il y avait un grand Lloris pour éviter la catastrophe. Donc sur le reste de la première mi-temps, il y aura quelques faits de jeu, on reviendra là-dessus après. Sur le début de seconde période aussi, puisqu'il va y avoir le penalty d'Harry Kane, 52e minute. Penalty transformé, le premier du nom, le seul transformé. Ça m'a un peu... j'ai été surpris qu'Harry Kane prenne ses responsabilités. Il va quand même se présenter face à son capitaine à Tottenham. Il sait très bien que Harry Kane tire toujours à gauche et penalty, car à droite ça ne le réussit pas, il ne sait pas y faire. Harry Kane va quand même choisir de tirer à gauche, va le transformer sous la transversale, il est imparable. Voilà. Bon, après cette égalisation, Gareth Southgate envoie 5 joueurs s'échauffer. Les Anglais reprennent espoir et pensent vont pouvoir enfoncer le clou. Après cette égalisation anglaise, nos petits bleus vont faiblir et vont prendre un coup sur la tête. Il va manquer un peu de densité, de fraîcheur au milieu de terrain. J'aurais pensé enlever un attaquant pour mettre un milieu de terrain et mettre un peu plus de densité. Bon, on le sait, Didier Deschamps voulait faire des changements un peu plus tard, mais c'est ravisé après le but bleu, on reviendra dessus après. Et du coup, nos petits bleus m'ont montré que j'avais tort. Bref, heureusement. Bon, il y a quand même un qui fait mal, c'est Bukayo Saka. Il va falloir essayer de casser les circuits de passe entre lui et ses coéquipiers parce que c'est l'artificier, il va nous la mettre bien dedans, vous m'excusez du mot, au final, parce il fait énormément de différence avec sa qualité de percussion, sa vitesse, sa technique, et il nous met en difficulté, on ne peut plus l'arrêter. Alors que nos petits bleus étaient en train vraiment de faiblir
dans ce match. Ils vont mettre un coup sur la tête aux Anglais. C'est la légende vivante de l'équipe de France, le meilleur buteur de l'histoire, qui va inscrire un 53e but en bleu. Veuillez accueillir Olivier Giroud, le numéro 9 des Bleus. Voilà, 53e but. Et qui de mieux que Antoine Griezmann, le meilleur passeur de l'histoire. D'ailleurs, il va devenir meilleur passeur avec cette galette qu'il va déposer sur la tête de notre Gigi national pour le 53e but. Giroud, le sauveur. Pour moi, c'est quand même un symbole, lui qui ne devait pas spécialement faire partie de la liste ou alors avec un rôle second. Il est vraiment exceptionnel, 4e but dans cette Coupe du Monde. Les Anglais ont pris un coup sur la tête quand même si ils vont quand même essayer de revenir et Lloris va encore s'interposer plusieurs fois. Il va y avoir du changement de l'offensif. Giroud qui devait céder sa place, voilà pourquoi je disais qu'on viendra un peu dessus après sur les changements, ne va donc pas laisser sa place et va donc rester sur le terrain. Oui, sa taille, son gabarit, ça peut être important pour défendre, mais aussi pour avoir un pivot en attaque, sachant qu'on va souffrir. Il y aura quand même du changement. Surtout avec la sortie de Ousmane Dembélé qui a été une catastrophe ce soir. Oui, il a eu beaucoup de déchets. Il n'a fait aucune différence. Les mauvais choix, etc. Ce joueur est sur un courant vraiment alternatif dans cette Coupe du Monde en règle générale depuis qu'il s'est révélé au grand public, disons-le. Voilà, je ne suis pas réellement fan de ce joueur. Vous allez peut-être me dire que je vais trop loin, mais quand même, c'est pas mieux non plus. Mais bon, c'était pas non plus aux joueurs à vocation offensive de se mettre en avant, mais plus à la défense, puisqu'on menait et qu'on allait souffrir sur ce dernier quart d'heure de la partie, même plus avec le temps additionnel. Voilà, on a d'ailleurs joué à se faire peur, puisque les Anglais vont avoir un deuxième penalty. 84e minute, penalty concédé par Théo Hernandez, ça peut faire parler là aussi, on va revenir après. Harry Kane, une nouvelle fois, qui va avoir le culot de se présenter face à son capitaine en club. Déjà une première fois, je ne l'aurais pas fait, une deuxième fois encore moins, et qui va tirer côté droit sur sa droite. On sait qu'il n'aime pas les tirer sur sa droite, que ça ne lui réussit pas, qu'il n'est pas bon à les tirer de ce côté. Et ben il l'a raté, donc on peut dire merci Hugo Lloris. C'est grâce à lui, c'est Harry Kane rate le penalty. Ça aurait été un autre gardien, ça n'aurait pas été la même. Mais les Anglais vont pas s'arrêter là. On va avoir l'entrée de Marcus Rashford, Jack Grealish. Bon, Grealish pour 1 ou 2 minutes, il est rentré à la 90 plus 8. Mais on va subir la pression, on va même jouer à se faire peur. J'aurais tendance à vouloir aller jouer un peu plus haut, aller dans le camp anglais et de éloigner la pression de la cage du Lloris. Il faut essayer de faire ça pour perdre du temps, un peu gagner du temps plutôt que d'en perdre, on va dire ça. Il faut gagner, c'est pas perdre. Parce qu'on sait que le temps perdu sera rajouté. Là, c'est vraiment gagner du temps, aller au poteau de corner, etc. Et rester plus haut, comme je le disais. Car avec ces artificiers qu'il y a sur la pelouse côté anglais, les Grealish, les Rashford, l'entrée de Sterling aussi, même si on sait la situation du joueur de Chelsea, malheureux. Voilà. Car, et bon, on l'a fait sur certaines séquences, il faut le dire, aller un peu plus haut, aller chercher bien haut et rester dans leur camp. Mais on a aussi, sur certains d'autres, trop reculé à mon goût et ça aurait pu faire très mal. On a d'ailleurs eu une dernière frayeur à la 98e minute avec le coup franc de Marcus Rashford qui va passer à ras le cadre du Lloris. Ça sera la toute dernière occasion avant que la France soit en demi-finale. La partie fait de jeu, les amis, la partie arbitrage critique, on va mettre un point de comédie. C'est parti. Première situation, 26e minute. On est à ce moment-là à 1-0 pour les Bleus. L'arbitre a pris une décision en défaveur des Anglais, heureusement pour nous, malheureusement pour les Anglais. Regardons l'image et je vous dis ce que j'en pense. Donc on joue la 26e minute. La faute va commencer à l'extérieur de la surface, va se finir à l'intérieur. On voit un duel Kane-Upamecano. Kane qui va être crocheté par Upamecano. Alors certes, Kane va en rajouter un peu, mais ça n'aurait pas été scandale de siffler penalty. Il faut être objectif quand même. Voilà. Ce penalty aurait dû pour moi être accordé en toute logique. Bon, le premier penalty accordé est valable, il n'y a rien à dire dessus. Troisième fait de jeu, les amis, penalty à la 86e minute. Il va faire
parler, celui-ci, avec l'intervention d'ailleurs de la VAR. C'est Théo Hernandez qui va le provoquer. On regarde les images et je vous dis ce que j'en pense. 80e minute et 57 secondes, 81e minute, intervention de la VAR pour un possible penalty. La France mène 2-1 à ce moment, doit absolument tenir pour retrouver les demi-finales une deuxième fois consécutive. On a un duel entre Théo Hernandez et un entrant sur la pelouse, en l'occurrence notre ami Mason Mount, le joueur de Chelsea. Alors, certains, beaucoup vont dire qu'il y a penalty. Pour moi, en voyant cette image, c'est un épaule contre épaule, c'était un duel physique. À chaud, j'ai même crié devant la télé. Je me suis dit peut-être en voyant à froid, je vais peut-être changer d'avis, mais non, mon avis reste le même. C'est un duel épaule contre épaule, il met son corps en opposition. Personnellement, je ne siffle pas penalty, le football est un sport de contact. C'est bon de chouiner pour un oui ou pour un non. Autant à la 26e minute, il y avait pénalty, il n'y avait rien à dire. Autant à la 75e, ça peut faire débat. Autant pour moi, là, il n'y a pas pénalty du tout. Voilà, il faut le dire. L'arbitre complètement à côté de la plaque. Les amis, je vous propose de découvrir le tableau de bord tout de suite. 54% de possession côté anglais, 36% côté français, 10% de temps perdu dans ce match. C'est assez conséquent, il faut le dire. Voilà pourquoi on a eu 11 minutes à la fin de temps additionnel. Bon, il y a eu beaucoup d'interventions de la VAR, etc. aussi. Pour le reste, je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. On passe à la suite du tableau de bord. 14 tirs anglais, 9 côté français. Donc on voit le hold-up. 5 tirs français, 6 côté anglais. 4 cadrés, 6 tirs à l'intérieur côté anglais de la surface et 6 aussi côté français. Statu quo, 8 hors de la surface côté anglais. On a tenté pour essayer de faire sortir les bleus. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. En tous les cas, ça n'a pas fait preuve de réalisme, mais c'est très bien tenté, il le faut. Face aux défenses regroupées, on ne le voit pas assez. Au moins, ils ont le mérite, les Anglais, d'avoir tenté. 3 tirs pour nos bleus, hors de la surface. La discipline, un carton jaune pour les rose beef, 3 pour nos petits bleus. 0 rouge, encore une fois. Très propre cette Coupe du Monde, ou alors c'est les arbitres qui sont gentils. 10 fautes côté anglais, 14 côté français. 2 hors-jeu français, 1 anglais. Côté distribution, 508 passes tentées anglaises, 453 réussies. On doit être un peu à 90%, 89 peut-être. 369 passes tentées par les bleus, 310 réussies. Là aussi, on doit être à 89-90% de réussite. On sait que pour gagner un match, ou en tout cas espérer, c'est 90%. Au minimum. 22 centres côté anglais, 13 côté français, 5 réussis côté anglais seulement, donc 17 ratés, 6 côté français, donc la moitié ont été réussis à peu près. On en a 7 de ratés. Et renversement, 5 côté anglais, ça n'a pas permis de déstabiliser la défense française. Ou en tout cas Hugo Lloris pour le coup. Et 2 côté français. Coup de pied arrêté, 5 corners pour les Anglais, 2 pour les Français, nos petits bleus, 14 coups francs pour les rose beef, 11 pour nos petits bleus, et un penalty transformé pour les rose beef, un raté, et oui, complètement raté d'ailleurs, et 0 pour la France, bien évidemment. L'homme du match, c'est le légendaire Olivier Giroud, auteur de son 53e but en bleu. Voilà, certes, ça va faire débat. Il y en a qui vont dire qu'il a été transparent sur son but. Non, il a fatigué la défense. C'est pour ça que la défense anglaise a plié face à lui une deuxième fois, après avoir plié une première fois face à Tchouaméni. Le tableau final actualisé, puisqu'on connaît maintenant désormais l'intégralité du programme des demi-finales. Donc la première demi-finale opposera l'Argentine à la Croatie pour un ticket pour la finale. Le vainqueur de cette rencontre affrontera en finale soit le Maroc, soit la France pour un enjeu, une étoile sur le maillot. Nous, la troisième, et j'y crois fortement. Les amis, les tops et les flops, c'est pour maintenant. Premier top, Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, a une nouvelle fois été remarquable. En effet, si dans un premier temps il n'a pas capté l'intention des suiveurs, il a fatigué tout de même la défense adverse. Puis il a délivré tout un peuple en inscrivant le but en voyant les champions du monde en demi-finale. Oui, puisqu'on est toujours champion du monde en titre à l'heure où on se parle, et on l'espère encore dimanche prochain.
Le deuxième top, Antoine Griezmann. Dans un premier temps, auteur d'intervention beaucoup trop sèche, souvent à la limite du tolérable, il a dans un second temps porté les Bleus. En effet, auteur de 2 passes décisives, il a permis aux Bleus de se qualifier pour la suite de la compétition et est devenu à titre personnel le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Le dernier top, oui, un dernier, allez, pour la route. Il faut quand même passer à autre chose après, au flop, il y en aura quand même, tout n'a pas été parfait. Hugo Lloris, vu avant le coup d'envoi de ce quart de finale par les Rosebifs comme le maillon faible de son équipe, le portier légendaire des Bleus, désormais recordman de sélection avec la tunique frappée du coq, a fait taire les critiques. En effet, auteur d'un nombre incalculable d'arrêts, il a sauvé à de multiples reprises les siens, permettant à tout un peuple de voir les demi-finales du mondial pour la deuxième fois consécutive. Le premier flop, alors on va me dire, José, tu t'acharnes trop sur lui. Oui, mais en ce moment, il est catastrophique, ce jour-là. Donc, veuillez le découvrir, perdons maintenant Ousmane Dembélé. Auteur d'une Coupe du Monde à demi-teinte, l'attaquant du Football Club Barcelone a été l'auteur une nouvelle fois d'une prestation catastrophique. J'espère que vous avez bien entendu, catastrophique. Ouais, on va me dire c'est ma tête de turc, mais bon. Certes, je n'aime pas trop ce joueur, je l'avoue, et il me descend encore plus alors que on dit beaucoup de bien sur lui, qu'il a beaucoup de qualités, etc. Bon, on les voit pas, hein. Il ne nous les montre pas en tous les cas jusqu'à maintenant. En effet, il a commis beaucoup de déchets techniques et a souvent fait les mauvais choix. Heureusement, sa prestation n'a pas coûté cher aux Bleus qui verront les demi-finales du mondial pour la deuxième fois consécutive. Le deuxième et dernier flop, c'est Monsieur l'arbitre. Vous aimez bien, vous savez à quel point j'aime bien casser les arbitres ou alors que je suis plutôt tatillon. C'est préférentiel de le dire dans ce sens-là. Wilton Sampaio. Les décisions arbitrales ont été une nouvelle fois au centre du débat lors de ce quart de finale. En effet, certaines situations sont contestables et feront à jamais parler d'elles. Cocorico, les Français renvoient les rose beef chez eux. Oui, c'était le 42e crunch de l'histoire. C'était un match à l'odeur politique entre le président Emmanuel Macron, qui sera d'ailleurs au Qatar pour la demi-finale, et le roi Charles III d'Angleterre. C'est Emmanuel Macron qui ressort vainqueur de ce duel. Il avait encore pronostiqué le bon prono. On avait eu le même pour France-Pologne. Ben là, c'est pareil. Bon, je ne suis pas macroniste, ne croyez pas, et c'est pas le moment de faire de la politique. Il y en a déjà eu assez dans certains matchs Serbie-Suisse par exemple. Allez, voilà. En tous les cas, on est fiers de notre équipe de France. On est en demi, on est en demi, on est en demi. Voilà. Et on va même aller en finale. On se retrouve pour le débrief de France-Maroc. Je vous dis, quiché le pali, mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et prenez soin de vous, quiché le pali. À la prochaine. Salut. On est en demi. Merci Gigi.